The Buddha was sitting underneath Donc the Bouddha était assis Bodhi tree sous un when arbre he attained the enlightenment of lorsqu'il a impermanence, eu that it is our la attachment to lumière de things that son will not attachement. last. Il a compris que notre attachement aux choses qui ne sont pas durables These vessels sont that we délétères. Nos corps inhabit for the time sont on this earth comme des are vaisseaux que impermanent. nous Mine just habitons sur happens Terre to be heading towards impermanence a lot et faster than rien others. n'est permanent. I am Sarah E. Kucharski. Je I m'appelle am Sarah intimal fibromuscular Kucharski, dysplasia je suis patient. atteinte Many d'une of you may know me dysplasie better as fibromusculaire Afternoon Napper, which you can find et on je Twitter. suis fondatrice de Afternoon My Napper. personal healthcare blog Et mon is the blog Afternoon Nap sur la Society, santé where I concerne focus on patient les, relations, my les own relations experience, just patients, really ma trying to propre share expérience what I de la know pathologie, to improve essayer de patient partager ce que je communications connais pour améliorer and la the patient communication experience. entre patients I et also am the faire connaître founder l'expérience des of patients. Je suis FMD également Chat, fondatrice de which FMD is a Chat, peer-to-peer global support qui group est un for groupe those de affected soutien by peer-to-peer fibromuscular pour les dysplasia. patients atteints We de don't dysplasie just focus on fibromusculaire. patients, Il ne although that's our s'adresse primary pas goal, uniquement aux but we patients, même also si c'est welcome notre the premier family, objectif. friends, Nous caregivers, accueillons even également healthcare les amis, les providers, so that they proches, can learn les about this professionnels de disease. santé pour que tout le monde s'informe sur cette So what is pathologie. fibromuscular dysplasia? Alors, qu'est-ce que c'est que It's cette a rare dysplasie? disease, C'est une which maladie explains rare, why you probably don't know about it raison and pour probably laquelle can't vous ne la spell it. connaissez pas, It's a vascular ni disease n'êtes en mesure de in l'épeler. that C'est une maladie abnormal vasculaire cell growth parce qu'une causes croissance the cellulaire artery anormale to narrow. va provoquer un Um, rétrécissement Education is artériel. something that I try to make La a part formation, of what I l'éducation fait partie So de the primary mes form actions. of Et la FMD, as it is première known forme in de short, cette dysplasie it affects different layers of the est arterial qu'elle wall. va affecter Primary différentes couches de la form paroi affects the artérielle. middle layer. Tout d'abord la And couche it's interne characterized médiane et by elle se caractérise a string of beads appearance upon par angiogram. une image perlée dans un angiogramme. Et ma version de la maladie, c'est 10% des cas de cette dysplasie. C'est donc assez particulier. Je connais 7 personnes dans le monde qui ont exactement la même maladie que moi, la même forme de maladie que moi. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a uniquement 7 patients, mais ce sont les seuls que j'ai trouvés par l'utilisation des médias sociaux. Les symptômes de cette dysplasie peuvent être des anévrismes, des dissections artérielles, une hypertension, des accidents ischémiques transitoires, des AVC, des maux de tête. Ce sont des symptômes qui sont assez vagues et on n'envisage pas forcément une pathologie vasculaire lorsque l'on considère ces symptômes. Et nous avons dans la salle ici d'exposition plusieurs éléments qui décrivent davantage cette maladie. Alors, moi et ma dysplasie, tout a commencé par des problèmes gastro-intestinaux. C'était une douleur qui me conduisait à dormir dans les toilettes parce que je ne pouvais pas faire autrement que de rester longtemps dans les toilettes. Mais c'est quelque chose que j'avais accepté et considéré comme normal, tout comme mon corps avait fini par l'accepter.
Au bout du compte, j'avais une crainte et même peur de manger. On m'appelait le boa constricteur dans la famille parce que je mangeais quand je pouvais et parfois pendant plusieurs jours, je mangeais quelque chose ici et là. Et c'est une maladie invisible. Elle est vasculaire, donc on ne voit pas les symptômes. Il est difficile donc de convaincre les autres que vous êtes malade, que vous êtes en souffrance et que cela affecte votre vie quotidienne. Lorsque je suis entrée au lycée, ma pression artérielle faisait des hauts, des bas. Elle était historiquement très basse et soudainement, j'étais à 20. Il n'y avait pas de bonne réponse au traitement appliqué pour cette hypertension. J'ai terminé mes études au lycée, j'ai déménagé, et puis on a retardé les traitements jusqu'à ce que 3 ans plus tard, je suis au travail et mon bras gauche est complètement endormi, engourdi, et je me suis dit, je vais avoir une attaque. Et je suis allée voir le médecin de famille. On a essayé des traitements qui ne fonctionnaient pas, qui ne donnaient pas de résultats. Et le médecin m'a dit, il faudrait que vous passiez un examen parce que j'ai un petit doute. Et il avait un patient qui avait une sténose artérielle qui conduisait au rein, et lorsqu'il n'y a plus d'apport sanguin, les reins ne fonctionnent plus, ce qui provoque une hypertension. Donc, lorsqu'on a mené cet examen, on a découvert que mon artère rénale gauche était sténosée à 90%. Par ailleurs, mes artères cœliaques et mésentériques étaient quasiment occluses, ce qui expliquait tous les problèmes gastro-intestinaux dont je souffrais depuis plusieurs années. Et personne n'avait envisagé d'explorer une cause vasculaire à mes problèmes. Et les années suivantes ont été des années très chargées. On m'a posé des stents on m'a fait un shunt pour ces problèmes en 2005. J'avais 25 ans, j'étais la plus jeune personne du service et les infirmières étaient très proches de moi, s'occupaient beaucoup de moi. Et puis, j'ai rencontré mon mari. Nous étions amis depuis très, très, très longtemps, mais en fait, il était très timide et il n'avait jamais osé demander ma main. Et puis, cela m'a donné quelqu'un de ma famille qui était mon soignant. Et en 2008, tout a basculé. Les choses sont devenues extrêmement bizarres. Et j'ai glissé entre l'armoire de dossiers et mon bureau et je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas. On m'a emmené d'un hôpital à l'autre. On a traité en fonction de ma maladie et pas en fonction de ma pathologie. On est passé complètement à côté de cette attaque alors que j'avais passé une semaine et demie à l'hôpital et je suis rentrée chez moi sans savoir ce que j'avais eu. Ensuite, pendant 6 mois, je n'ai pas pu travailler. Vous me voyez ici à l'hôpital. C'est pas très réjouissant. Et j'ai encore eu des problèmes d'hypertension. En fait, on s'est rendu compte que le pontage n'avait pas marché. Mais je ne voulais pas abandonner, donc j'ai continué mes études. Et puis, après la perte rénale, on a découvert que j'avais des anévrismes cérébraux. Et néanmoins, je pouvais travailler, donc j'étais encore occupée. J'avais encore une activité professionnelle alors que ma santé se dégradait de plus en plus. Et enfin,
une rupture gastrique en 2011 qui m'a conduit en chirurgie d'urgence, qui m'a encore éloigné du travail très longtemps. Et ça a été la goutte d'eau qui a permis de diagnostiquer ce que j'avais, parce que pendant 31 ans, j'étais cette espèce de monstre qui n'avait aucune réponse à sa maladie et n'avait personne vers qui se tourner. Et il n'y avait personne d'autre qui souffrait de la même maladie que moi. Donc finalement, la dysplasie a été diagnostiquée en 2011 et même si la réponse était très désagréable à entendre, c'était la réponse avec laquelle j'allais devoir vivre, qu'il fallait que je m'approprie. Et c'est là que j'ai décidé de commencer le chat avec peu de ressources. Et néanmoins, cela m'a permis d'entrer en contact avec d'autres patients. Et cela m'a fait découvrir une famille, des personnes avec qui je pouvais parler de ce qui m'était arrivé. Je pouvais écouter ce qui était arrivé aux autres et on pouvait se parler en toute franchise. On se raconte des choses que l'on n'ose même pas raconter à des membres de notre famille parce que c'est trop intime. Et c'est pour ça que je me suis lancée dans les médias numériques. C'est parce que cela m'a permis de rencontrer des gens dans le monde pour parler de cette maladie. Et particulièrement pour cette maladie très rare, cela permet de combler toutes ces fractures, ces fossés qui existent entre patients et personnel de santé. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie, Denise, de m'avoir invité à m'adresser à vous. Je voudrais tout d'abord partager un peu l'objectif que j'avais sur cet exposé. Denise m'a dit que je devais me présenter, expliquer pourquoi je m'intéressais aux médias sociaux et aux technologies numériques. Et en fait, personne ne m'avait jamais posé cette question auparavant. Et j'ai toujours été dans le secteur de la formation et de l'enseignement. Je suis expert dans quelques domaines, mais je suis étudiant à bien des égards dans un grand nombre d'autres domaines et je voudrais vous expliquer ce que les médias sociaux et les technologies numériques m'ont permis de faire en tant qu'étudiant. Je voudrais parler de Denise et elle va rougir parce que je vais lui faire des compliments. Je vais les rencontrer à Maastricht et elle m'a aidé à monter une conférence à Stanford avec des tables rondes où elle a été animatrice. Et en fait, sa vision de la santé et des technologies numériques sont extraordinaires parce que je me suis dit que si j'allais dans ce secteur, il fallait réfléchir à autre chose que ce qui existait déjà à Palo Alto. Et elle m'a dit, il faut que vous veniez à Paris parce qu'il y a beaucoup de choses très intéressantes qui se passent en Europe. Et je pense que c'est elle qui a la connaissance la plus pointue dans ce secteur. Donc, je vous remercie d'avoir organisé cette conférence et de m'avoir invité. Donc, merci beaucoup, Denise, vraiment, parce que ce que vous avez fait est une véritable prouesse. L'autre chose, l'autre apport des médias sociaux pour moi en tant qu'étudiant, c'est de mieux comprendre non seulement mes patients, mais les patients en général. Je pense que mes plus grands professeurs ont été mes patients, les patients, parce qu'ils ont beaucoup à nous dire. Et j'espère que l'âge et l'ère de la médecine paternaliste est maintenant derrière nous et qu'aujourd'hui, on va véritablement entrer dans l'ère de la médecine participative. Hugo Campos, qui est un patient et un ami, me dit
Je ne suis pas un expert en physiologie, en cardiologie ou dans les différentes disciplines médicales, mais je suis un expert dans mes problèmes de santé. Je pense qu'en tant que médecin, c'est quelque chose que nous devons enseigner à d'autres. Les patients sont les experts de leur propre destinée, de leur propre état de santé, et il faut les écouter. Et les médias sociaux leur ont donné la possibilité d'avoir voix au chapitre et de s'afficher en tant qu'experts de ce qu'ils sont. D'où la nécessité de ce partenariat entre médecins et patients pour atteindre ces objectifs. Voilà notre équipe à Stanford l'année dernière. Voici une photo qui réunit l'équipe de personnes avec lesquelles je travaille et qui contribuent à ce que nous faisons. Ce sont mes étudiants. Il est important de reconnaître leurs valeurs. Ils m'apprennent aussi tous les jours. En tant qu'enseignant, en tant que professeur, il faut faire preuve de beaucoup plus de compréhension. Ils me jettent des jours et ils m'apprennent beaucoup. Donc je voudrais les remercier et je sais il y en a parmi eux qui sont ici dans la salle aujourd'hui, donc merci beaucoup. Donc j'enseigne à Stanford et ce que je fais au laboratoire AIM est lié à l'utilisation des nouvelles technologies dans le secteur de la médecine. Et hier, lors de l'atelier, j'ai parlé de certains projets pédagogiques, certaines applications que nous avons développées. Je ne voudrais pas m'y attarder trop longtemps, mais ceci dit, je voudrais vous parler des checklists que nous utilisons dans notre secteur. Et je pense que l'utilisation des nouvelles technologies ici est assez intéressante parce que lorsqu'il y a une crise, la gestion des crises est importante. Tout comme les pilotes ont des checklists avant de décoller, eh bien, je pense que les médecins devraient en avoir une aussi pour bien identifier toutes les étapes à suivre pour redémarrer le cœur d'un patient. Et tout ceci repose sur une coopération très intéressante avec le département des sciences de l'informatique de l'université. Et cette coopération a abouti au développement d'outils qui évoluent au fil du temps et qui évoluent aussi en fonction de l'évolution du patient. Et nous travaillons véritablement en tant qu'équipe. Et ce qui m'enthousiasme véritablement, c'est la conception de ces outils qui m'intéressaient très très peu avant que je travaille avec ce service avec ce département de l'université. Ils sont venus dans notre simili hôpital, notre faux hôpital qui dispose de tout le matériel, d'anesthésie, etc. Tout est faux. Tout est maquette, mais cela nous permet de pratiquer, de simuler, de créer des crises et voir quels sont les gestes médicaux. Et ce faisant, nous apprenons. Et tout ceci est concentré, est orienté sur les actions du médecin. Mais il faut aussi être centré sur ce qu'il faut pour le patient. Et nous voulons essayer de voir quelle est l'expérience telle qu'elle est vécue par le patient pour essayer d'améliorer les soins que nous leur apportons. Autre élément qui m'enthousiasme aujourd'hui, c'est l'autosurveillance. C'est quelque chose sur lequel j'ai beaucoup travaillé depuis que j'ai commencé mon programme de recherche à Stanford il y a 7 ans. Je m'occupe de patients qui souffrent de douleurs chroniques. On leur demande de faire un suivi. On les appelle tous les jours pour savoir comment ils vont, quel est le niveau de la douleur, quels sont les effets secondaires, s'il y a eu de la sédation, quelle est la quantité de médicaments qu'ils ont utilisés. Et nous utilisons ces informations en temps réel. Tous les jours, je reçois des informations des patients. Et on peut ainsi optimiser l'analgésie, on peut minimiser les effets secondaires. Et je pense que cette autosurveillance est essentielle parce qu'elle peut... elle
illustre très bien ce qu'est la médecine participative, où il y a une véritable coopération entre patients et médecins, avec par exemple l'émergence de nouveaux outils comme des sondes de capteurs qui peuvent faire un suivi en temps réel pour partager les informations. C'est véritablement une période très enthousiasmante pour moi. Je suis très heureux de pouvoir en découvrir davantage sur cette autosurveillance. Et étant donné qu'on est dans la Silicon Valley, ce qui est génial, c'est de pouvoir déjeuner avec des personnes, de rencontrer des personnes qui me permettent de découvrir tout ce qui est inventé dans la Silicon Valley en matière de nouvelles technologies. Et c'est véritablement une joie pour moi parce que c'est un secteur de bouillonnement créatif où on essaye toujours de trouver des éléments, des technologies qui seront extraordinaires pour les patients. Et comme je vous l'ai dit, j'apprends beaucoup des patients et parce que j'écoute leur histoire, leur vécu. Et nous avons vu tout à l'heure le film de Sean Ahrens et son travail avec Chronology. Et nous sommes très heureux et très chanceux de pouvoir travailler avec ces patients. Par exemple, Hugo Campos travaille sur l'accès à la donnée. Et véritablement, je suis très heureux de pouvoir partager ces histoires avec les patients qui me les communiquent bien volontiers. Et tout ce concept Palo Alto Paris est tout à fait parfait dans le cadre de Docteur 2.0 parce que cela forme une alliance entre deux conférences qui partagent les mêmes objectifs. Denise s'est toujours intéressée à la participation des patients aux conférences. La première conférencière était une patiente et c'est aussi le centre de nos intérêts. Je suis très impatient de pouvoir continuer à travailler avec vous, Denise, sur ces questions-là. Je voudrais terminer sur ce tableau qui est une patiente, qui a été fait par une patiente. J'avais demandé à cette patiente de faire un tableau pour moi qui allait cristalliser ma philosophie sur la médecine et sur ce qu'il fallait faire avec les patients. Et je voudrais lire un petit paragraphe de son explication sur le tableau. À gauche, vous avez des gens qui poussent leur ado sur l'eau montante. Nous avons des médecins, des universitaires, des concepteurs et des patients qui essayent de trouver un terrain commun. Et chacun essaye d'avancer dans l'eau. Et chacun devient une lettre X en évoluant. Nous, les patients, nous sommes l'axe de cette médecine. Nous sommes les mystères auxquels la solution n'a pas été apportée. Nous sommes une histoire bien au-delà de la question du soin uniquement. Je vous remercie de votre attention. So, I am Kathy Apostolidis. I am coming from Athens. And I am a public affairs consultant. Je suis consultant en matière de pouvoir public et aussi engagé pour un plaidoyer en faveur des patientes qui ont un cancer du sein. Et je vis en Grèce. Je fais ce travail de plaidoyer depuis 1995 et j'appartiens à plus d'un groupe, d'une association de patients à la fois en Grèce et au niveau international. Alors, il n'est jamais facile pour les patients d'avoir accès aux informations, mais c'était encore pire en 1990. Les médecins étaient quasiment la source unique d'informations pour les patients au sujet de leur maladie, de leur diagnostic, de leur pronostic. Et il était rare que les patients se renseignent ailleurs. Très souvent, les patients quittaient le cabinet du médecin avec des questions encore en suspens.
À la fin des années 80, début des années 90, les patients hésitaient à dévoiler leur maladie. Et en général, quand quelqu'un avait un cancer, on gardait cela précieusement au sein de la famille comme un secret. À la suite de l'arrivée des nouvelles technologies, on a commencé à utiliser de plus en plus Internet. Et en 90, j'étais en train de prendre un bain de soleil, j'avais passé de la crème et j'avais senti une petite boule. Et en prenant une douche dans l'après-midi, j'ai touché à nouveau cette petite boule. Ça faisait la taille d'un petit pois. Et je me suis dit... Donc le lundi, je suis allée chez le gynéco qui consulte à l'hôpital et il m'a accompagnée pour que j'ai une mammo. Là, on m'a dit qu'il faudrait une biopsie et j'ai attendu pendant 2 heures très angoissantes dans la salle d'attente. Le chirurgien m'a fait rentrer et sans hésitation aucune m'a annoncé son verdict. Eh bien, malheureusement, vous avez un cancer dans le sein gauche. Il faut faire une mastectomie. Alors, est-ce qu'on peut prendre rendez-vous pour la semaine prochaine? J'étais complètement sonnée, mais j'ai quand même réussi à lui demander pourquoi il fallait que j'aie une mastectomie totale alors que la tumeur était encore assez petite. Et là, le médecin a commencé à me donner des infos sur le cancer du sein, ce que c'était, quelles étaient mes options, comment est-ce que ce nodule... I think something is wrong. There you are. Yeah. I would like that the doctor gave me some... Donc, comme je vous le disais, on m'a donné des informations détaillées sur le cancer du sein, quelles étaient les options thérapeutiques, comment est-ce que ce nodule pouvait menacer à la fois ma santé et ma vie. Mais finalement, tout ce qu'on m'a dit a été très succinct. On ne m'a pas vraiment informée, mais j'étais évidemment pleine de révérence vis-à-vis de ce chirurgien réputé qui m'avait assommée avec son diagnostic. J'ai vite compris qu'il ne m'écouterait pas et que je n'avais rien à attendre de lui. Je me suis enfuie de l'hôpital, complètement choquée, et je suis retournée au bureau. Lors du dîner, la situation a été évoquée. J'avais entendu dire que la mastectomie était le traitement de choix pour le cancer du sein, mais je n'arrivais pas à l'accepter pour moi. Je n'arrivais pas à comprendre qu'une si petite tumeur exige une procédure aussi radicale. On a donc décidé de contacter des groupes d'entraide locaux, de faire des recherches en bibliothèque, de contacter des amis, des collègues pour se renseigner. En fait, je me suis dit qu'il fallait que je m'organise, que j'en apprenne davantage et prendre une seconde, voire une troisième opinion auprès d'un autre chirurgien. Le matin suivant, au bureau, j'ai commencé tout de suite à surfer sur Internet pour trouver des associations de patients et des informations sur le cancer du sein, la mastectomie. Et j'ai trouvé plusieurs groupes, mais c'était surtout des infos données par les hôpitaux. Et là, ça m'a frappée. Je me suis dit qu'il fallait peut-être que je fasse une recherche pour les procédures qui supposaient une exérèse d'un petit nodule. Et c'est comme ça que j'ai entendu parler de la lumpectomie, donc une exérèse d'un tout petit nodule qui peut être pratiquée à la place d'une mastectomie.
Et j'ai choisi plusieurs oncologues dans plusieurs hôpitaux et j'ai pris rendez-vous pour le même après-midi. Le premier n'a me donné aucun choix en dehors de la mastectomie. Le second était un peu embêté par mes questions et que j'étais à la recherche de choses qui allaient m'apporter que des problèmes. En fait, les troisième et quatrième médecins ne m'ont pas renseigné sur les autres options thérapeutiques en dehors de la mastectomie. Ils ne connaissaient pas cette procédure d'exérèse limitée ou ne l'avaient jamais réalisée. Donc, je suis arrivée un petit peu inquiète à mon dernier rendez-vous avec un chirurgien, un professeur d'oncologie à l'hôpital public. Et là, ça a été absolument incroyable. À 9 h du soir, sa salle d'attente était encore pleine de monde et il était déjà 10 h du soir lorsque on m'a fait rentrer. Et j'ai attendu encore qu'il arrive dans le cabinet et il m'a demandé, sans même regarder, qu'est-ce qu'on a ici, madame? Une petite tumeur de 1,5 cm dans le quadrant supérieur gauche du sein gauche. Il s'est retourné vers moi et il m'a dit, « Eh bien, ma chère, il va falloir l'enlever. On peut peut-être le faire demain. Je voudrais vous voir à cette clinique privée à 7 h du matin, demain. » On a discuté des détails et j'ai senti vraiment un frisson me parcourir. Je n'aimais pas la condescendance, cette suffisance, cette arrogance qui émanait de lui. Et je lui ai répondu, « Mais vous n'avez même pas regardé ma mammo et vous ne m'avez même pas examiné encore. » Et il m'a répondu, « Non, je le ferai demain. Ne mangez rien cette nuit. Soyez à jeun à 7 h du matin. » Je me suis rhabillée et je me suis enfuie à toute allure à l'entrée. Je me suis assise sur les marches de l'escalier et je me suis mise à pleurer. J'étais complètement désespérée. Je ne voyais pas ce que je pouvais faire d'autre lorsque, au cours de la semaine, je me suis rendue à l'hôpital pour plusieurs vérifications préopératoires. J'ai vu une annonce pour un congrès médical sur le cancer du sein et je me suis arrêtée un instant, j'ai regardé le programme et je me suis rendu compte que les chirurgiens qui faisaient des présentations dans des congrès médicaux étaient peut-être ceux que je devais contacter. Et j'ai trouvé le nom d'un médecin qui allait faire une présentation sur la lumpectomie versus mastectomie. Je lui ai rendu visite le même jour et j'étais très directe. Je lui ai dit que j'avais déjà un diagnostic de cancer du sein, que j'avais vu 5 de ses confrères qui étaient absolument intraitables et qui voulaient tous pratiquer une mastectomie. J'ai parlé aussi de mes recherches sur Internet, de cette nouvelle procédure, la lumpectomie, et je lui ai demandé s'il était prêt à la pratiquer. Et voilà ce qui a été l'objet de ma discussion avec lui. Et je lui ai demandé si ma tumeur était une bonne candidate pour cette procédure, comment est-ce que ça se passait une fois qu'on avait eu une lumpectomie, comment est-ce qu'il allait décider quelle était la quantité de tissu mammaire qu'il allait exciser. Le chirurgien a répondu à mes questions avec plus ou moins correctement. Et il m'a dit que ça ne ferait pas de différence si j'attendais quelques semaines pour être opérée. Évidemment, les patients s'intéressent à leurs symptômes propres, à leur maladie, et cela leur permet d'en savoir plus pour prévoir leurs rendez-vous médicaux, qui sont tout à fait essentiels et qui doivent être préparés avec soin. Les médecins sont des êtres humains, ils font des erreurs, il y a des diagnostics erronés, des traitements inappropriés et des options thérapeutiques connommées. Que peuvent faire les patients? Dr Groupman, dans son livre si célèbre « Comment pense un médecin », fait la liste de toutes ces erreurs, mais donne également des conseils sur la façon dont les patients
peuvent réagir face à une absence de diagnostic ou à un diagnostic erroné. Alors, ma propre expérience, après 2 cancers du sein et une fracture de l'épaule et d'autres choses encore, ma conclusion est la suivante. Les patients doivent en apprendre davantage sur leurs symptômes et leurs pathologies en consultant des sites Internet dignes de confiance à ce sujet et puis faire une liste chronologique des symptômes, des médicaments et de la façon dont on se sent, demander à des amis, à des proches, des informations, des adresses de médecins, d'hôpitaux, de cliniques, rechercher des associations de patients, acheter des livres, regarder un petit peu les programmes de conférences médicales pour voir qui sont les médecins qui proposent de nouvelles options thérapeutiques. Et enfin, je terminerai en disant, bien que la diapo ici n'apparaisse pas, parce que je voulais vous présenter une petite partie de ma première diapo, parce que vous voyez ici, on a le médecin. Et le médecin, il a tout sous le bras, il a le dossier des patients. Il serait bon que les patients et les médecins soient à bord du même canot de sauvetage sur cette mer difficile qu'est la maladie. Good morning. My name is Tamás Horváth. Je m'appelle Tamás Horváth, je suis médecin, spécialiste ORL. Je viens de Budapest, en Hongrie. Et j'ai remporté un concours Webicina organisé par l'un de mes confrères et compatriotes. Et c'est cela qui m'amène à être présent parmi vous. En fait, je voudrais vous raconter l'histoire de mon cabinet d'ORL qui s'appelle ENT House Budapest. Moi, je travaille à plein temps dans un hôpital public. Je fais surtout des chirurgies sinusiennes, nasales, etc. Et je suis aussi cofondateur de ENT House Budapest et donc un cabinet privé. Je tiens également un blog professionnel et une page Facebook que je fais vivre pour ENT House Budapest qui renseigne nos patients et je reste en contact avec les patients et mes confrères principalement via email. Et je me suis dit que j'allais vous raconter mon histoire qui m'a amené de la faculté de médecine à devenir un médecin électronique. Tout a commencé en 2005, il y a 7 ans de cela. Lorsque j'ai vu un jeune patient assez agressif en ambulatoire qui m'a dit qu'il avait vu ses symptômes sur Internet, qu'il avait un diagnostic, qu'il voulait juste des médicaments, merci. Alors, je n'ai pas apprécié, évidemment, en tant que médecin, et je lui ai dit que ses symptômes n'étaient pas aussi clairs que cela. J'ai fait passer des examens et en dernière analyse, il avait raison et je me suis sentie vraiment honteux et ça m'a guéri un petit peu de ce préjugé que j'avais vis-à-vis des informations disponibles sur Internet. Et je me suis dit qu'il fallait que les médecins s'impliquent davantage pour construire un canal d'information en direction d'Internet et en particulier pour l'ORL. Il a fallu que je comprenne mieux la technologie, le RSS, le HTML, le code HTML. Et là, j'ai été piqué par le virus des médias sociaux, Wikipédia, les blogs, les communautés,
Et j'avais l'impression que, avant d'avoir découvert tout cela, je n'en connaissais qu'une toute petite partie, et c'est pour cela que je me suis mise à créer une présence dans les médias sociaux en permanence pour ENT House Budapest. Ça permet de se tenir à jour, de se présenter aussi en expliquant ce qu'on sait faire et ce que l'on sait. Donc, j'ai créé un microblog et là, il a fallu que j'acquière une autre compétence, à savoir celle de journaliste. Et bien sûr, il a fallu que je mette en œuvre une stratégie pour ce blog. J'ai décidé de me concentrer à l'éducation des patients, mais quelques mois plus tard, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de sites Internet qui le faisaient, avec une recherche par les moteurs de recherche beaucoup plus efficace que pour mon blog. Et la deuxième chose, c'est que je me suis aperçue que beaucoup de mes confrères commençaient à suivre mon blog et avec des réactions très positives et qui utilisaient même cela, des étudiants qui l'utilisaient pour passer leurs examens en ORL, ce qui m'a évidemment réjoui. Donc finalement, j'ai changé la cible en passant des patients aux médecins, du coup faisant entrer les journaux médicaux, en faisant une revue de presse. Et donc, j'ai fini par sortir cette petite lettre d'info ORL pour mes confrères. Et c'est ce que je fais encore aujourd'hui. Mais bien sûr, j'essaye d'éviter le jargon trop abscon et je fais beaucoup de schémas. Je fais figurer beaucoup de schémas pour que ce blog reste compréhensible pour les patients, si possible. L'un des effets positifs, c'est qu'en passant des patients aux médecins, on s'est aperçu que cela avait un effet sur les patients parce que les patients là se rendent compte, même s'ils ne comprennent pas tout dans ce blog, que nous nous tenons au courant, je me tiens au courant, j'essaye de faire au mieux, de suivre les nouvelles techniques et ça me donne à peu près 20% de patients qui viennent par Internet. Je me suis aussi enregistrée sur Twitter. Au début, je faisais ça en anglais et en hongrois, mais très rapidement, j'ai séparé ces deux langues parce que seuls les geeks utilisent Twitter en Hongrie. C'est pas la peine de tweeter en hongrois, ça n'amène pas grand-chose. Donc, je mets le paquet sur les tweets en anglais et j'ai à peu près 1000 adeptes. Et ça a complété, disons, la présence internationale de ENT House Budapest. Lorsque j'ai démarré, j'avais plusieurs activités sur Internet, mais il y en a certaines que j'ai laissées tomber parce que ça faisait doublon avec les tweets ou avec la page Facebook. Alors, outre les compétences techniques et journalistiques et médicales, évidemment, bien sûr, il a fallu que je m'intéresse aussi au marketing et aux relations publiques. Et là, je vais parler de Facebook parce que je crois que c'est 800 millions d'utilisateurs. C'est l'endroit idéal pour les médecins qui veulent se présenter. Mais là, il va falloir que je travaille sur le marketing et les relations publiques. J'ai déjà créé une petite communauté de confrères et de médecins et puis de patients qui s'intéressent beaucoup à l'ORL. Il y a aussi des patients qui viennent dans notre cabinet via Facebook.
Je voudrais simplement vous présenter cette diapositive que l'on trouve, que j'ai trouvée sur un blog. En fait, c'est le processus d'information que j'ai mis en place pour moi-même. Donc, à partir des flux RSS et Facebook et Twitter, l'information est traitée, elle passe vers les blogs. Et pour vous donner une idée de ce que je fais, voilà ici le blog, la page Facebook. Donc, vous voyez ici, j'aime bien faire des petits schémas. Bon, évidemment, je ne suis pas Picasso. Et cette diapositive, finalement, résume très bien ce qui m'est arrivé. Devenir plus impliqué sur Internet m'a aussi beaucoup aidé pour améliorer mes compétences professionnelles. Parce que quand j'écris mon blog, il faut évidemment que je m'assure que ce que j'écris est absolument vérifié. J'ai également de plus en plus de cas complexes parce que comme j'écris un blog professionnel sur l'ORL, je ne peux pas éviter évidemment d'utiliser des mots-clés relativement complexes et les patients du coup qui ont des problèmes un peu ardus tombent sur ce blog en googlant les mots-clés et du coup arrivent chez moi. I've been an e-marketer for 18 years, 17 years of which Je suis spécialisée dans le marketing électronique depuis 18 ans maintenant et pendant tout ce temps-là, je me suis considérée comme étant indestructible en quelque sorte et vous m'avez peut-être reconnu ici, mais c'était il y a quelques années de cela. J'ai toujours fait du jogging, j'ai joué au squash, je participais au marathon, je participais au triathlon, je jouais au tennis et quand j'avais un peu de temps libre, je faisais du VTT en montagne. Mais comme beaucoup de patients l'ont dit ici élégamment, le patient, ça ne devrait pas être une entité impersonnelle, puisque chacun d'entre nous, nous serons un jour des patients. Moi, ça m'est arrivé en 95. En 95, j'avais eu une réunion absolument épouvantable chez Schering. J'ai fermé la porte et j'ai eu un AVC. Je ne savais pas que c'était un AVC à l'époque, évidemment. Je l'ai appris lorsque je me suis réveillée à l'hôpital et que les médecins me l'ont confirmé après scanner. Et je me souviens d'avoir pensé que c'est pas possible, ça ne peut pas m'arriver à moi. Et puis, ça s'est dégradé, évidemment, parce qu'on a commencé à s'intéresser aux causes de l'AVC et on s'est aperçu que j'avais des trous dans mon cœur, c'est-à-dire un foramen ovale perméable qui était à l'origine de cette AVC, c'est-à-dire qu'il y a des petits caillots qui s'étaient déplacés dans la circulation sanguine pour arriver jusque dans le cerveau. On a recommandé une opération et je me suis vue tout de suite absolument charcutée, mais on m'a dit qu'il faudrait 2 cathétérisations cardiaques pour aussi insérer un autre petit dispositif qui bloquerait le foramen. Donc j'ai eu 2 interventions. J'étais un des premiers patients en Europe à être opéré de la sorte. Et puis, un peu plus tard, on s'est aperçu que j'avais une carence dans la protéine C du sang qui jouait des tours au niveau de la coagulation et puis une hypertension. Donc, au cours des dernières années, il a fallu que je m'accommode de tout cela et en même temps, je travaillais dans le marketing électronique, dans l'industrie pharmaceutique. Et d'ailleurs, à l'époque de mon AVC, j'étais en train de lancer la 2e édition d'une communauté MS sur la sclérose en plaques.
Et j'avais décidé de lancer une deuxième version et ça m'a beaucoup aidé, cette expérience que j'ai eue en tant que patient. Et j'ai aussi travaillé sur un autre concept de site Internet centré sur les femmes. Ça, c'est la version norvégienne, parce que je voulais trouver un concept qui soit exploitable. Alors, au cours de toutes ces années, j'ai appris beaucoup de choses sur les patients. Qu'est-ce que c'est qu'être un patient? J'ai essayé de réintroduire cette expérience dans mon activité professionnelle, dans le secteur pharmaceutique. Alors, je crois que le premier enseignement, c'est comprendre le voyage qui est fait par le patient, du diagnostic aux examens, au traitement, à l'observance du traitement, et puis le fait d'avoir accepté qu'on va être un patient qui devra se soigner à long terme. Et là, je crois que le secteur est relativement démuni face à cela. J'ai assisté à beaucoup de réunions et très souvent, les discussions se concentrent sur les médecins, les besoins des médecins. On parle très rarement des patients et du voyage qu'ils doivent faire. Cela aiderait beaucoup le secteur, je crois, si on le faisait. Mais en tout cas, moi, ce qui m'a aidé, c'est que sur ce portail MS m'a amené à lancer une deuxième édition du site et j'ai introduit une fonction tuteur. Par exemple, je me suis dit que pour d'autres patients, ça pouvait être intéressant d'avoir un tuteur qui partagerait son expérience avec eux. Donc, j'ai intégré cette fonction tuteur dans la deuxième édition. Et j'ai également lancé ce site pour les femmes en fonction de ce que les femmes peuvent vivre en tant que patientes, en prenant en compte les besoins du contrôle de la contraception de l'adolescence à l'âge adulte pour la femme. Et les femmes ont très bien reçu ce site. Autre aspect de ce voyage qui est très important, c'est que, vous voyez, j'ai ces dispositifs dans mon corps depuis 10 ans et j'ai surfé sur les sites Internet des fabricants de ces dispositifs médicaux et ils expliquent leur matériel, mais ils ne parlent jamais des patients. Et j'aurais bien aimé apprendre par leur site quelle était la durabilité de leur dispositif médical. Et je crois que c'est vraiment très important de comprendre le voyage émotionnel fait par le patient. Autre incompréhension de ce secteur industriel, c'est cette incapacité à se rendre compte que les patients ont besoin d'être rassurés. Lorsque j'ai eu mon AVC, j'étais incapable d'être rationnel, j'étais complètement émotif. Et cela, il faut que l'industrie pharmaceutique le comprenne. Sur ce site MS, j'ai mis au point un programme de compliance qui s'intéresse aux causes émotionnelles, affectives de la non-compliance. Et je crois que mon expérience personnelle m'a permis de le comprendre de l'intérieur. C'est-à-dire qu'il y a des raisons complètement affectives qui amènent les patients à ne pas prendre leur traitement. Enfin, et c'est un enseignement très précieux aussi, finalement, c'est de se rendre compte qu'il n'y a pas d'empathie dans ce secteur industriel. Il n'y a pas de transparence non plus. Et il faudrait qu'il y ait davantage d'empathie et de transparence de la part de l'industrie pharmaceutique qui doit peut-être apprendre que finalement, tous ces médicaments, c'est bien pour les patients qu'ils sont développés et que cela devrait se retrouver dans sa façon d'agir. Alors, c'est quoi la compassion? C'est quoi l'empathie? C'est être à l'écoute des autres, essayer de les comprendre. Et je crois qu'on en a bien besoin dans cette industrie pharmaceutique. Et si ce secteur en faisait davantage preuve,
Je crois que eh bien, les gens la verraient d'un meilleur œil. Et j'en suis venu à la conclusion suivante, à savoir que les spécialistes de marketing électronique ont peut-être besoin d'un petit stage de formation en tant que patient avant de pouvoir progresser sur le plan marketing. Et sur cette conclusion, j'en ai terminé. Bonjour, je m'appelle Bart, je suis un médecin hollandais et je suis donc venu des Pays-Bas pour vous raconter l'histoire, mon histoire de médecin Twitter. Vous avez ici mes deux fils en photo dont je suis très fier. Et Don, l'aîné, est très créatif. Il va être diplômé dans 2 semaines de l'école de design industriel de Eindhoven, donc j'en suis très fière. Et Frank, son petit frère, à 14 ans, c'est celui qui réfléchit. Il a toujours de très bonnes notes au lycée. Et c'est aussi celui qui pose des questions auxquelles il est difficile de trouver une réponse. Et mon épouse et moi-même sommes médecins de famille et près de chez nous, il y avait aussi un centre chirurgical. Donc nos enfants ont bien compris ce que nous faisions en tant que médecins et ce qu'était notre métier. Et puis, pour ma part, au bout d'un certain nombre d'années, j'ai décidé de changer un peu et de créer des programmes de santé électronique, de santé en ligne. C'est ce que je fais aujourd'hui. Je mène également des travaux de recherche à l'université. Et puis, il y a 2 ans et demi approximativement, j'ai commencé des consultations par Twitter. Frank pense que Twitter a peu d'avenir. Il croit plus à la valeur de Facebook. Peut-être qu'il a raison. Et il croit que je ne suis plus un vrai médecin. C'est un sujet assez délicat à la maison. Ma femme pratique toujours au cabinet en libéral en tant que médecin de famille. Donc, il la voit toujours comme une vraie médecin. Et lorsqu'il me voit sur le clavier pianoter, il me demande ce que je fais. Je lui dis, j'essaie de répondre aux questions des patients. Et après quelques minutes de réflexion, il m'a dit, oui, très bien, mais comment est-ce que tu fais? Et je lui ai expliqué, les gens me posent des questions, parfois j'ai besoin d'informations, donc je leur pose davantage de questions pour avoir des réponses plus précises. Parfois, il y a un échange de vidéos, photos, je les oriente sur des sites web pour qu'ils trouvent des informations. Et il m'a rétorqué, mais pourquoi tu fais ça, papa? Mais pourquoi tu fais ça? Eh bien, effectivement, c'était la question à poser. Pourquoi une personne sensée, particulièrement un médecin, passerait son temps sur Twitter? Et je vous l'ai dit, c'est un petit garçon bien intelligent. Vous avez Simon ici qui explique ce raisonnement. Pourquoi? C'est la question essentielle. Beaucoup de gens peuvent vous décrire le comment de leur action, mais le pourquoi, ils sont incapables de le faire, alors que c'est notre moteur, c'est ce qui nous fait avancer. Donc, je vais essayer de vous expliquer ce que nous faisons avec Twitter, mais je vais essayer de consacrer la majeure partie de mon exposé au pourquoi. Alors, que faisons-nous? Vous pouvez envoyer des messages de 140 caractères maximum, comme vous le savez, sur Twitter, et on peut le faire sur le réseau public ou sur un système plus ou moins privé. Donc 4500 tweets ont été émis et reçus. Parfois, certains sont perdus, donc c'est une estimation. Et nous avons 2415 suiveurs depuis la semaine dernière.
Donc voilà pour cela. Si l'on considère les chiffres relatifs aux personnes qui vont chez leur médecin de famille, en fait, on se rend compte que nous atteignons 0,014% de la population et 0,60% des comptes Twitter actifs aux Pays-Bas. Ce qui est assez décevant, on n'est pas dans le top 1000 des comptes Twitter les plus importants du pays, ce qui est peu encourageant. Alors, comment procédons-nous? On prétend être des scientifiques, on affirme être des scientifiques. Alors, est-ce que l'on a fait une évaluation des besoins, une analyse des parties prenantes, un test sur la possibilité d'avoir de la santé électronique? Est-ce qu'on a un business plan, un modèle d'activité? Pas du tout. On s'est lancé dans Twitter et on ne s'est pas posé de questions. Il s'agit en fait de connexions inattendues, que l'on connaît par la science. Ça s'appelle aussi la serendipity, parfois en anglais. Vous avez ici les microscopes. Vous savez que le premier microscope a été inventé par un Hollandais au XVIIe siècle. Et il avait toujours 4 fers au feu. Il était en fait souffleur de verre, et il a découvert que les petites gouttes qui se prenaient dans le verre pouvaient être d'excellentes lentilles. Et c'est ce qui lui a permis d'inventer le premier microscope. Et ensuite, Fleming a fait la connexion. On s'est rendu compte que qu'un champignon produisait quelque chose qui pouvait tuer les bactéries, et il a découvert la pénicilline. Il a donc utilisé le microscope qui avait été inventé quelques siècles auparavant pour découvrir la pénicilline, et il a découvert le mode d'action de la pénicilline. Eh bien, notre histoire avec Twitter était un peu la même chose, des connexions inattendues entre Philip Duncan et Nia Hansen, 2 personnes avec qui j'ai commencé ce réseau, Tweetspreker. On s'est rencontrés très peu de temps en fait avant la création. On s'est assis autour d'une table tous les 3. On a fait un plan, une ébauche de ce service Twitter, et puis on s'est connecté à Louisiana Lemaire d'une autre conférence qui nous a dit bonne idée, pourquoi ne venez-nous pas en parler à notre conférence? Donc voici une photo qui nous présente en train d'expliquer à une poignée de personnes ce que nous voulions faire avec notre Twitter. C'est peu d'auditeurs. Puis ensuite, il y a eu un lien avec les médias. Et voilà ce qui s'est passé. Bonjour, je m'appelle Bart, je suis un médecin hollandais et j'ai besoin de votre aide. Bonjour, je suis médecin de famille et je suis sur Tweetspreker. Vous avez la grippe ou une conjonctive et vous avez besoin de voir un médecin, eh bien vous pouvez utiliser Tweetspreker pour expliquer vos problèmes en 140 caractères à un médecin. On vient de lancer Tweetspreker. Il s'agit d'un service gratuit sur Twitter qui marche très bien parce que vous le faites fonctionner. Ça m'a été très bénéfique, donc ce sera très bénéfique pour vous. Donc, on a été accroché par les médias. Et cette connexion inattendue aussi existe entre les médecins qui essayent de traiter, en tout cas d'offrir un service de consultation sur Twitter, et les médias sociaux. Et Brian McGowan, qui est un grand chercheur sur le sujet, dit que les médecins utilisent les médias sociaux pour enseigner, pour apprendre, mais ils ne l'utilisent pas pour l'objet premier de leur activité, qui est le traitement des patients. Donc là, il y a également une connexion inattendue. Et nous avons essayé de recueillir des données sur ce qui se passe sur les médias sociaux et sur Twitter. Et en fait, ce sont les mêmes sujets que ceux qui sont traités au cabinet du médecin physiquement. Maintenant, j'en arrive à la partie la plus croustillante de l'exposé, c'est pourquoi.
Il y a 4 pourquoi. Pourquoi? Eh bien, parce que l'on peut atteindre des gens qui sont éloignés et parfois on les aide mieux en dépit de la distance. En médecine, on a tendance à penser que, comme l'auteur américain Fergus a dit, que le plus gros atout d'un médecin, c'était sa main et sa capacité à toucher le patient. Et on peut toucher le patient même si nous sommes éloignés. C'est assez psychologique. Si l'on prend un peu de recul par rapport à un problème, tout en étant en lien avec le patient, peut-être que l'on peut imaginer des solutions plus créatives. C'est ce que nous avons découvert. Le deuxième pourquoi vient de vous, les patients, les utilisateurs. Et on a demandé aux patients pourquoi ils utilisaient notre service et 217 personnes ont eu la gentillesse de répondre à cette question. Et les 3 raisons principales pour lesquelles ils nous consultent, c'est le conseil, être réassuré et pour qu'il y ait du triage. C'est la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il faut vraiment aller consulter? Ensuite, on a demandé à ces personnes si elles nous faisaient confiance et 89% d'entre elles nous ont dit oui, nous vous faisons confiance. C'est un signe très positif, très important pour nous, qui reflète l'appréciation et la vie positive sur notre travail. Et Susanna Fox de Internet American Life évoque ces changements et ces jalons du changement. C'est le fait que l'on a des patients aujourd'hui qui sont des experts, on a des médecins qui font preuve de plus grande compassion et puis le troisième jalon, la troisième marque, c'est le troisième repère, c'est la technologie. On a parlé d'un patient qui avait un cancer du rein et qui a fait un peu d'automédication parce qu'il pensait que le traitement qu'on voulait lui proposer n'était pas le meilleur. Et il voyage dans le monde entier pour témoigner de son histoire. Et je pense que personne d'autre n'est mieux passé que lui, que Dave, pour parler de sa maladie. Permettez aux patients de vous aider. Et c'est une scansion que je veux répéter et il faut en tenir compte. Laissez les patients vous aider également. J'y assistais en fait, je l'ai écouté et je trouvais qu'il avait tout à fait raison. Dave est américain, il y a peu de personnes comme Dave et vous ne rencontrez pas tous les jours des patients comme Dave, mais nous avons nos e-patients. Un jour sur Twitter, nous avons reçu une photo envoyée par cette jeune femme et sa question qui parlait de ce problème de pigmentation sur le côté droit du cou. Elle voulait savoir s'il était possible de faire quelque chose là-dessus. Et nous, on s'inquiétait plutôt de la bande rouge qui se trouve sur la gauche. Et on l'a interrogée à ce sujet et elle nous a envoyé une autre photo. Cette femme a un drain qui a été posé. Elle a eu 18 interventions chirurgicales cérébrales. Elle allait subir la 19e intervention. Et elle voulait qu'il y ait un écho à ces problèmes. Et même si elle était très bien traitée dans le centre où on l'a soignée, elle avait besoin de discuter avec quelqu'un. Et elle a découvert notre service Twitter. Autre rencontre inattendue, cette jeune femme est artiste et elle a essayé de représenter ce que devait être pour elle le fait d'avoir un cerveau encore en bonne santé. Et l'un de mes collègues est allé la voir lors de sa 19e intervention chirurgicale. Et là encore, c'était une rencontre inattendue. Je pense que
le cap des soins de santé doit être préservé, mais son trajet doit être modifié. J'ai travaillé sur ces gros bateaux. Et, mais je peux aussi travailler sur le petit bateau et me retrouver mouillé plusieurs fois. Et cela m'a ramené à la compassion pour le soin. Et je suis très heureux de l'avoir retrouvé par ce travail par Twitter. Pour en revenir à mes garçons, lorsque j'ai répondu à Frank, il m'a répondu « Ok, d'accord, t'es plus un médecin normal. T'es un médecin un peu spécial. » Et je vous l'ai dit, c'est un petit garçon très intelligent. Voici une vidéo sur une conférence intitulée Patients Included. Et à tous ceux d'entre vous qui sont patients, j'aimerais vous dire une chose. Et je voudrais que vous écoutiez Brian Wilson qui raconte cela. Peut-être que je vous aime pas toujours. Ce qui est vrai, il y a une chose dont on est certain. Seul Dieu sait ce que ce serait avec vous. On est tous les deux embarqués dans cette histoire. C'est la raison pour laquelle je suis là. C'est pour ça que je le fais. Je vous remercie de toute l'aide que vous m'apportez. Merci beaucoup.